Les dessous de l'immobilier en Estrie. Une présentation de Cher au vent, créateur de votre extérieur depuis 1981. Les dessous de l'immobilier en Estrie au 1077 Estrie. Voici Jean-François Bérubé et ses collaborateurs. Alors bonjour tout le monde. Aujourd'hui à l'émission, j'ai le plaisir d'accueillir Madame Myriam Morissette, avocate. Et sans plus tarder, nous débutons l'émission avec Monsieur Georges Bardagy, tout droit descendu de Montréal pour faire l'entrevue. Merci Georges. Merci, ça fait plaisir Jean-François. Hey, on va parler d'immobilier sous l'ère Trump, je pense, aujourd'hui. Ça te dit quoi, ça? Ben moi, je pense que oui, parce que là, écoute, il nous amène un... Il y a de l'actualité à toutes les heures avec Trump. Fait que oui, puis lui, comme c'est un mania de l'immobilier, peut-être ça vaudrait la peine qu'on en parle. Ben, je pense que c'est un bon sujet. Tout à fait. Comment s'est passé, Georges, avant de commencer ton année 2024 à Montréal? Écoute, 2024, c'est une année record pour notre équipe. C'est un marché changeant dans la bonne... Ça veut dire qu'on a eu une bonne année jusqu'au mois de septembre. Puis là, les taux d'intérêt se sont mis à baisser. Oui. Puis ça s'est amélioré. Donc, on a réussi à avoir un très bon automne avec un très bon printemps. Parce que le nombre d'inscriptions, ce qui avait augmenté pour vous en 2023? Le nombre d'inscriptions a augmenté. Le nombre d'acheteurs a augmenté. Les taux ont baissé, ce qui a donné un petit peu d'oxygène. C'était quand même pas rapide, mais ça s'est quand même fait beaucoup plus vers l'automne. On l'a senti. Et là, on voit que déjà janvier, parti ses chapeaux de roue. Là. Je ne sais pas comment c'est à Sherbrooke ou en Estrie, là, mais... Actuellement, pour nous, janvier, février 2025, c'est extrêmement fort. Là. Au-delà de nos attentes, même décembre a été extraordinaire. Là. En fait, on parle, là, je vous parle au sens large des statistiques immobilières et non pas en fonction uniquement de mon équipe, mais c'est un reflet vraiment du marché. Puis je pense que dans votre région aussi, ça a été la même chose. C'est la même chose. Je pense qu'on parle de presque un jeune de 18 à 34 ans sur 5 qui veut acheter une maison cette année, en 2025. Et puis, beaucoup de personnes un petit peu plus âgées qui, eux autres, ne veulent pas quitter la leur. Fait, ce qui se fait, c'est qu'il y a un manque de propriété. Puis, on continue à avoir, malheureusement pour les jeunes, une pression à la hausse sur les prix. Donc, c'est encore difficile au niveau de l'abordabilité. Mais vu que les taux d'intérêt baissent puis qu'il y a eu des mesures du gouvernement, soit le CELIAP, l'amortissement 30 ans, il y a eu des choses qui ont été faites. Donc, disons que les gens ont ce rêve d'avoir une maison encore au Québec très, très présent, là, surtout chez les jeunes. Maintenant, on parle évidemment des politiques. On est toujours un peu à se demander qu'est-ce qui va se passer avec nos voisins du Sud. Je pense que ça peut amener peut-être un peu d'ombrage sur, en fait, l'économie en général. Donc, par du même coup, avoir peut-être un impact sur l'augmentation du nombre de propriétés à vendre. C'est quoi ton impression, Georges? Écoute, c'est une question à plusieurs millions de dollars, pour ne pas dire plusieurs milliards de dollars. Présentement, il faut savoir que les carburants du marché immobilier, démographie en hausse, même si on parle de restreindre un peu l'immigration, démographie en hausse. Taux d'intérêt en baisse, ça, c'est vraiment de l'énergie directe sur le portefeuille des acheteurs immobiliers. Donc, de ce côté-là, ça va. Chômage, 6,7 au Canada, peut-être un peu moins au Québec. Encore là, un taux de chômage stable, donc les gens travaillent et ils ont eu des augmentations pour faire face à l'inflation un peu des dernières années. En tout cas, jamais assez, vous allez me dire, mais quand même un peu soit-il. Des outils gouvernementaux qui aident un peu à l'acquisition, notamment le CELIAP, que moi j'adore. Donc, tout est ouvert. Là, on s'en allait pour connaître une année extraordinaire après 2 années un peu plus équilibrées. Puis là, arrive M. Trump, qui est élu aux États-Unis, qui nous amène de l'incertitude, des tarifs, une menace économique, géopolitique. Et ça, ce que ça fait... Va-tu juste nous fouetter? Bah, je pense pas. Parle-moi pas. Disons que, tu sais, toi puis moi, on a déjà dealé avec des requins de l'immobilier. On a déjà vu des professionnels, investisseurs immobiliers. Puis eux autres, là, si tu es d'accord avec moi, ils vont essayer de trouver quelqu'un qui est en position de faiblesse pour essayer d'aller voler un immeuble. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose, là, mais bon, moi, j'en connais quelques-uns à Montréal. Ça résonne à quelque part. Hein? Puis là, lui, c'est sa formation, M. Trump. C'est ça qu'il fait, lui. Il profite des occasions de faiblesse parmi des compétiteurs pour créer de la valeur avec des immeubles, des projets, amener des investissements. Donc, lui, dans le fond, là, il négocie présentement
comme il a fait toute sa vie dans Est-ce sa que job. tu te souviens, Georges, dans le temps qu'il était à New York puis il se battait contre la courtière Corcoran, je me trompe pas, tu te souviens je me souviens de ça, tout à fait. C'était un débat, là. Il a toujours été un personnage, là. C'est un personnage, c'est comme, on peut dire, type bully un peu, là, qui brasse tout le Parce monde. qu'on en parlait dans le début des années 2000 Ouais. là, de Trump. Mais au bout de la ligne, qu'est-ce qu'il veut, le requin immobilier? Qu'est-ce qu'il veut, le bully en chef? Là? Qu'est-ce qu'il veut? Il veut gagner quelque chose. Il veut avoir des concessions. Il essaie de trouver... Fait que là, au Canada, on a un petit peu une position, on est comme entre deux gouvernements, donc un peu moins de leadership. Peut-être que les finances ne sont pas où est-ce qu'elles devraient être. Donc, nous-mêmes, on a à se regarder dans le miroir pour dire qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux. Ceci dit, il veut gagner quelque chose. Mais au bout de la ligne, moi, je pense pas que Trump aime la guerre. Je pense pas qu'il haït l'immobilier. Je pense qu'il aime ça quand ça crée de la valeur. Je pense que là, présentement, il essaie de déstabiliser pour avoir des concessions puis montrer à ses électeurs qu'ils ont bien fait de l'élire. Ceci dit, on va pas se mettre la tête dans le sable, là. L'incertitude, c'est mauvais pour l'investissement. S'il y a moins d'investissement, ça peut avoir des effets néfastes sur notre économie. Si ça a des effets néfastes sur l'économie, ça pourrait créer du chômage down the line. Mais pour l'instant, on était dans une période de manque de travailleurs. On avait beaucoup d'immigration à cause de ça. Donc, moi, je pense que s'il y a des effets, ils ne seront pas immédiats. En tout cas, on ne les voit pas dans la prochaine année. Maintenant, si on se questionne sur l'immobilier à long terme, mettons qu'on oublie les 2, 3 prochaines ou les 4 prochaines années de M. Trump, puis on regarde là, sur 10 ans. OK? L'immobilier, là, c'est pas compliqué, c'est du terrain. Ouais. Puis plus il y a de monde sur la terre, plus que ça prend de la valeur. Puis, moins qu'il y a de terrain. Moins qu'il y a de terrain sur la terre, Ouais. plus qu'il y a de monde, plus que le terrain continue de prendre de la valeur. C'est sûr qu'après 30 ans, la maison a besoin d'être rénovée, changer le toit, les fenêtres, la plomberie, etc. Mais on est d'accord sur ce principe-là. Basé sur ce principe-là, si vous pensez que la Terre, il va y avoir moins de monde dans 50 ans que maintenant, ça se peut que l'immobilier baisse. Ouais. Hein? Mais si je regarde les pronostics, je pense pas que ça va arriver. J'arrive d'Asie, je peux dire je n'ai vu du monde, puis des scooters. Ouais, des scooters. Mais ce que je voulais dire, c'est que le Canada, c'est un des top 15 endroits sur la planète à habiter. Si quelqu'un a du travail ou veut aller à un endroit pour améliorer sa vie, avoir des opportunités de travailler, de s'éduquer, d'élever une famille, avoir de l'électricité, de l'eau, pas trop de catastrophes naturelles, une paix sociale, des hôpitaux, des universités. Fait que, tu sais, à part les cônes oranges puis l'hiver ici, c'est le paradis. Puis nous, on s'en rend peut-être moins compte parce qu'on est dedans. Entièrement Mais d'accord avec toi. partez puis parlez à plein de monde ailleurs, puis ils vont vous dire Canada, Québec, top 15 endroits à habiter sur la planète. Ouais. Et ça veut dire que la demande pour notre immobilier à long terme va pas se tarir. Fait que moi, je dis, présentement, je suis en train de regarder mes investissements à la bourse, puis j'essaie d'être prudent parce qu'il y a beaucoup de volatilité. Ouais, exact. Par contre, je suis content d'avoir mes actifs immobiliers parce que même si pendant 1 an ou 2, il y a des difficultés économiques, c'est sûr que par la suite, ça va repartir. Il n'y a pas de raison dans les fondamentaux pour expliquer le contraire. En fait, c'est toujours la notion de temps. Puis ceux qui nous écoutent puis qui ont toujours espéré faire beaucoup d'argent rapidement en immobilier, c'est une notion qui n'existe pas. Hein? Non. Mais ça existe. C'est possible de faire un flip si tu es dans la construction, tu achètes une maison pas chère. Mais là, le gouvernement a mis des lois pour restreindre ça, Exact. des pénalités fiscales. Ça devient moins facile d'aller rapidement. Mais tu as raison. Le secret en immobilier, c'est t'achètes puis tu gardes. T'achètes puis tu gardes. Exactement. Hey, Georges Bardagy, je te garde encore un moment. Je vais devoir t'arrêter le temps d'une pause publicitaire. On n'a pas le choix. On se retrouve dans C'est bon pour quelques l'économie. instants. Merci. Vous écoutez le balado Les Dessous de l'immobilier en Estrie. Alors, nous sommes de retour avec Monsieur Georges Bardagy, le courtier immobilier au Canada. Bon, ça y est. Encore les grands mots. Ah oui, c'est On ça. exagère. Moi, Trump, il y a de l'influence sur toi, Jean-François. Oui, c'est ça, mais les gens écoutent dans ce temps-là. Hey Georges, je voulais qu'on parle un peu du marché des condos. Comment tu vis ça dans la région de Montréal? Parce que c'est quand même un marché important, le condo. Important, le condo. Ce qui est le fun à noter, c'est que les ventes de condos sont en hausse en 2024 par rapport à en 2023. Fait que c'est sûr que c'est pas la ruée vers l'or, mais disons qu'on s'en va dans la bonne direction. Vu que la mise de chantier, on en a parlé, la mise en chantier n'est pas ce qu'elle devrait être. En ce moment.
Partout au Québec. Partout. Partout, on devrait construire 150 000 unités d'habitation. Puis là, ça a remonté à 47 48 000. Donc, il y a un déficit de 100 000 pendant plusieurs années pour qu'on arrive à un équilibre. Puis, dernièrement, les constructeurs, étant donné que les conditions d'emprunt avec les taux d'intérêt plus élevés des dernières années se sont concentrés à faire du locatif, mais on se ramasse avec des condos qui, au niveau de la revente, marchent quand même un peu mieux. Maintenant, il arrive la nouvelle application de la loi 16 qui oblige toutes les copropriétés au Québec à revoir leur façon d'administrer les immeubles, s'assurer d'avoir un carnet d'entretien, des ingénieurs qui viennent inspecter. Et c'est pas un luxe, hein? C'est pas un luxe, c'est une nécessité. Donc là, il va falloir qu'ils prévoient un échéancier, un carnet d'entretien, mais aussi prévoir les sommes et s'assurer que les biens en copropriété sont assez assurés, ce qui n'est pas le cas pour toutes les copropriétés. Donc, on s'en va dans une petite révolution au niveau de la copropriété au Québec. Ça tombe bien parce que le gros des copropriétés, le boom a eu lieu au début des années 2000, fin 90, début 2000. Puis un condo, c'est comme une maison. Après 25 ans, tu changes les fenêtres, tu changes le toit. Exact. Il y a de l'argent à investir. Et ceux qui n'ont pas prévu ces sommes-là se ramassent dans des copropriétés où ils doivent faire des cotisations spéciales pour donc faire un gros chèque pour pouvoir payer parce qu'il n'y a pas assez de liquidité dans le compte de copropriété pour faire face aux obligations d'entretien. Donc, c'est une bonne chose. Puis ça peut faire mal. Ça peut faire mal dans le portefeuille, puis des fois, il y a du monde qui n'ont pas les moyens, donc ça fait mal à la copropriété qui a peut-être 3-4 copropriétaires sur une trentaine qui ne sont pas capables de payer les frais. Donc, ça fait une pression. Donc, Et ça peut amener la valeur de l'unité de condo à la baisse. À la baisse, parce qu'il y a une réputation que dans cet immeuble-là, il y a des travaux à faire qui ne sont pas encore couverts. Bon, ça veut dire que quand tu amènes un changement, même si c'est positif, puis je suis d'accord avec ça à long terme, à court terme, là, présentement, il y a un immeuble qui est à jour, l'autre qui ne l'est pas, mais le client qui magasine sur Centris, sur sa copropriété, il n'est pas capable de savoir. Il a besoin d'avoir les conseils d'un très bon courtier immobilier qui a été formé pour pouvoir bien étudier toute la question de la copropriété, les procès-verbaux, les carnets d'entretien sont-ils là, avoir une discussion avec les administrateurs de l'immeuble pour s'assurer que, hey, est-ce que je suis à risque financièrement d'acheter ça? Parce que souvent, les premiers acheteurs de condos, ils s'étirent pour acheter le plus beau condo possible, le mieux situé dans le plus bel immeuble. Mais après ça, ils ont peu de marge de manœuvre s'il y a une charge qui arrive. Donc, ça, je pense que c'est positif à long terme, mais à court terme, ça va amener un peu de turbulence. Donc, je dis souvent aux jeunes acheteurs, ma fille est sur le marché pour acheter une propriété. Puis je dis, méfie-toi plus des endroits où les frais de condo sont trop bas que trop élevés. Exactement. Parce qu'à même dans des grandes tours au centre-ville, 2 tours égales, les frais de condo peuvent être vraiment différents d'un côté ou de l'autre. Oui. Puis je ne suis pas certain, comme tu dis, que d'acheter dans celui que les frais de condo sont les plus bas, que c'est la meilleure idée. Là. Non, ça serait le réflexe naturel de dire, bon, mes frais sont moins élevés, mais la vérité, c'est qu'il y a peut-être des mauvaises surprises qui se cachent derrière ça. Exact. Donc, je pense que c'est très important parce que c'est un marché qui est grandissant au Québec. C'est ce que les gens peuvent plus se permettre pour les jeunes et pour des retraités on appelle les empty nesters. Donc, s'ils veulent rester dans un milieu urbain, ça va continuer à gagner en popularité, mais là, on va passer par, dans le fond, il va falloir s'arrimer avec les nouveaux changements. Puis j'imagine que dans 5 ans, quand tous les immeubles vont être arrimés puis à jour, bien là, le condo va prendre énormément de valeur puis va être en demande. Toi, Georges, vas-tu être propriétaire d'un condo un jour? C'est possible. J'ai déjà mis un dépôt sur un condo, mais là, on a un débat, ma femme et moi, est-ce qu'on laisse la maison ou pas? Bon, ça, c'est une histoire personnelle, mais je pense qu'il y a des avantages. Je pense que mes clients, puis les tiens aussi, qui ont eu une maison toute leur vie puis que les enfants ont quitté le nid familial, la raison pourquoi ils veulent vendre leur maison puis acheter un condo, c'est pas une raison financière souvent, c'est une raison d'entretien. C'est sûr. Un paquet de troubles. C'est classique. Là, c'est moi. Je mets la clé dans la porte, je m'en vais, c'est fini. Donc, il y a des avantages à la copropriété. Mais en même temps, Georges, puis une des inquiétudes de beaucoup d'acheteurs potentiels de condos, c'est justement d'avoir des frais de copropriété ou des cotisations spéciales. On a juste à penser, là, on le voyait dans les journaux, là, les snowbirds là, qui veulent vendre les unités de condos là, en Floride parce qu'ils ont trop de frais de condo. Là. Les assurances qui explosent. Mais je pense qu'en Floride, il y a une particularité, c'est le taux de change. On est rendu avec $1 à 1,44. Fait que je peux comprendre qu'en dollars canadiens, ça fait très cher.
Deuxièmement, et l'autre problème qu'ils ont en Floride, c'est qu'il y a peu de compagnies d'assurance pour assurer avec ce qui est arrivé, l'immeuble qui s'est effondré. Ouais. Mais il y a beaucoup de compagnies d'assurance qui n'assurent pas les copropriétés. Puis même au Québec, pour avoir parlé à Maître Jolicoeur, qui est une sommité en termes de droit de la copropriété au Québec, il dit, j'ai demandé, il y en a combien d'assureurs qui font de l'assurance au Québec? Puis il me parlait de 7 à 9 assureurs, puis pas tous qui font tous les immeubles. Fait que là, ça fait qu'il y a une pression à la hausse pour le coût d'assurance. Puis là, tellement qu'en Floride, qui est un État républicain très fidèle à Trump, ben que c'est l'État de la Floride qui est obligé d'assurer des immeubles de copropriété parce qu'il n'y a plus de compagnie d'assurance pour les assurer. Et ça fait une pression. C'est ce qui explique que la copropriété en Floride connaît présentement une petite baisse de demande. Ça m'amène à dire, tu penses quoi des investissements à l'étranger en immobilier? Ça dépend quel pays. Ouais, c'est ça. Ben, c'est le premier point. Ça dépend quel pays. Je pense que l'immobilier, d'une façon générale, on est d'accord. Si on achète, on en a parlé tantôt, l'investissement à long terme va toujours prendre la valeur. À part quelques exceptions, s'il y a des risques géopolitiques, comme on dit. Maintenant, l'autre problème quand on va acheter à l'étranger, c'est la fiscalité. Alors là, vous savez que les règles d'un pays à l'autre sont très différentes. Si vous achetez aux États-Unis, il y a de la taxe sur les successions. Donc, si un des conjoints décède, il peut avoir une taxe que l'autre conjoint ne peut pas payer. Donc, il y a des fiducies à créer quand on veut acheter. Donc, je pense que le meilleur conseil, c'est d'aller voir un fiscaliste qui connaît très bien la fiscalité du pays dans lequel vous voulez acheter avant de vous porter acquéreur. Sinon, il y a beaucoup de pièges au niveau fiscal. C'est incroyable. Puis d'ailleurs, les gens qui s'imaginent qu'on n'est pas obligé de déclarer les gains ou les revenus dans d'autres pays, vous devez le faire. Tout à fait. Alors, vous êtes imposé autant dans le pays où vous êtes propriétaire qu'au Canada, en fait. Moi, je ne donnerai pas de cours de comptabilité ou de fiscalité. Ce que je sais, c'est que j'ai vu des clients avoir effectivement des mauvaises expériences parce qu'eux étaient en vacances en Espagne. Puis là, on va acheter un condo. Puis là, finalement, son comptable, il dit, à ta minute, il faut que tu le déclares. T'as ci, t'as ça. Fait que là, je pense que c'est important de voir les bons spécialistes pour bien vous conseiller. C'est pas une mauvaise idée, mais je pense que le meilleur conseil, si vous voulez acheter de l'immobilier à l'étranger, commencez par louer la première année ou le premier hiver. Louer, regarder, observer les règlements, étudier le marché comme il faut avec un bon courtier immobilier sur place. Et après ça, si vous dites, ouais, c'est pour nous, là, vous pourriez vous porter acquéreur. L'erreur, c'est de dire, je suis en vacances une semaine ou deux, ça a l'air tellement wow. Parce qu'on y a tout pensé. J'achète, oui, exactement. Il me semble que ce serait une bonne idée de rester ici longtemps. Mais la vérité, c'est qu'il y a beaucoup d'enjeux à regarder, autant au point de vue fiscal que des marchés. Il y a des particularités dans chaque marché. Sans compter qu'il y a des pays qui ne permettent pas aux gens de rester là pendant plus que 6 mois. Il y a vraiment beaucoup de choses à envisager. En fait, c'est aussi que les Canadiens perdraient leur privilège d'assurance santé au Canada s'ils restent à l'extérieur plus de temps. Donc, tout ça, c'est des choses à voir. Mais ça reste quand même que le condo, c'est fascinant parce que ça nous permet donc de se transporter dans un endroit où on n'a pas besoin de tracas d'administration autant. Et donc, je pense que ça va demeurer populaire et ça va grandir à l'avenir. Mais là, on va passer par quelques années de turbulence. Bon, alors, Georges, on va être rendu à la période des prévisions 2025. C'est quoi tes prévisions? À date, on est parti sur les chapeaux de roue. Oui. Je pense que malheureusement, pour les plus jeunes acheteurs, on a commencé à avoir un retour des promesses d'achat multiples qui continuent d'augmenter. En 2024, on était à 20 %. Je m'attends que ça soit plus vers 30-35 % en 2025. Wow. Je m'attends à une hausse modérée des prix qui devrait être à quelque part entre 4 et 8 %. Okay. Ça, c'est forcément, on ne sait pas ce qui se passe au point de vue géopolitique. On parle juste prévision avec les fondamentaux. Puis on s'attend à un taux d'intérêt qui devrait commencer à se stabiliser puis être stable pour les 3 prochaines années autour de ce qu'on a. Donc, à moins qu'il y ait un retour de l'inflation. Commencer à envisager geler notre taux d'intérêt ou on garde variable? Moi, j'ai une hypothèque qui va venir à échéance au mois d'août. OK. Puis je suis en train d'observer ça, mais je pense que si le taux descend autour de 4 ou en bas de 4 pour une hypothèque à long terme, je pense pas que on va pouvoir faire beaucoup, beaucoup mieux les 2-3 prochaines années. J'aurais pas peur de la geler. Et puis, sachant qu'il y a un risque de retour à l'inflation, parce que moi, ce que j'observe
de la politique américaine présentement de M. Trump, c'est qu'il pourrait avoir un retour de l'inflation. On voit qu'au Brésil, il y a beaucoup d'inflation. Ils viennent d'augmenter les taux d'intérêt à 13,25 ce matin au Brésil. Wow. Fait que, nous, on trouve ça cher. Le taux directeur est à 3, sont à 13,25. Donc, disons que, sachant ça, que ce risque-là est là, j'aurais tendance à la geler. Et n'oubliez pas que dans la plupart des contrats hypothécaires, vous avez le droit, si vous êtes capable, et vous avez, je sais pas moi, vous avez un héritage, vous avez une promotion, vous avez le droit de vivre selon vos mêmes moyens puis de mettre 10 par année de remboursement sur votre hypothèque sans pénalité. Et vous avez le droit de doubler vos versements mensuels qui vont directement dans le capital. Ça veut dire qu'une hypothèque de 25 ans, même à un taux plus élevé, si on arrive à réduire le principal dans les premières années parce que vous êtes capable, bien, vous avez la sécurité de dormir en paix parce que vous savez exactement combien ça va vous coûter pendant 5 ans, mais vous avez aussi la possibilité de réduire l'amortissement. Je pense que ça, c'est l'idéal, mais ce n'est pas donné à tout le monde non plus d'avoir cet argent de surplus, là, surtout par les temps qui courent avec les coûts d'inflation qui ont augmenté des dernières années. Mais les gens qui nous écoutent, ils disent, mon Dieu, on pense pas à tout. Hein? Dans l'immobilier, là, on peut y aller au sens large, puis on peut être créatif. Effectivement, mais je pense qu'il y a des fondamentaux. Puis quand on parle à des personnes compétentes, intègres, bienveillantes, vous allez avoir des bons conseils. Il y a d'excellents courtiers immobiliers partout qui sont capables, qui vivent ça tous les jours. Fait que moi, je dis aux clients, parlons immobilier. Puis ce qui est bon pour une personne n'est pas nécessairement bon pour l'autre, dépendant de où ils sont par rapport à leur retraite, où ils sont par rapport à leurs enfants, leurs petits-enfants, les distances. Il y a beaucoup de choses en immobilier ça gère toutes nos vies, l'immobilier. Tu as bien raison. Georges Bardagy, Remax du quartier GB, de l'équipe Bardagy, l'équipe au Canada. Vraiment, franchement, merci beaucoup d'avoir pris du temps. Ça faisait longtemps que j'avais eu l'occasion de t'avoir comme invité. Mais c'est toujours un plaisir. Puis, en tout cas, j'adore ce que tu fais. J'écoute tous les contenus que tu fais sur les médias sociaux. Vous faites une excellente job. Puis, continue comme ça. Puis, j'ai déjà hâte à la prochaine fois. Merci, Georges. Bon avant-midi. Ça fait plaisir. Bye, Jean-François. Vous écoutez le balado Les dessous de l'immobilier en Estrie au 107.7 Estrie. Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Mme Myriam Morissette, avocate chez Terrien Couture Jolicoeur, avocate associée. Merci, Myriam, d'avoir accepté l'invitation. Merci, Jean-François. En fait, ça faisait longtemps que j'attendais. On avait de la difficulté à se synchroniser, mais à toutes les fois que j'ai la chance de t'avoir à l'émission, t'es une source d'informations inépuisable. Alors, pour les auditeurs, on est toujours heureux de t'avoir de retour à l'émission. C'est un plaisir partagé. Merci. Myriam, on avait envie aujourd'hui de parler du TAL, en fait, qui est le tribunal administratif du logement. Souvent, on entend, bon, évidemment, les aspects négatifs, les délais de traitement, puis tout ça. Puis je pense qu'on avait envie un peu de décortiquer ça, puis amener peut-être une dimension différente de ce qui se passe au quotidien, en fait, dans ce tribunal-là. Par expérience, il y a beaucoup de choses, en fait, beaucoup de dossiers qui se passent au tribunal administratif et tu as raison d'envisager la question des délais, mais également de la nature des dossiers qui sont traités auprès du tribunal administratif du logement. En fait, on parle évidemment de crise du logement, on parle de pénurie de logement. Et j'ai eu plusieurs invités souvent qui ont abordé le sujet qu'il ne faudrait pas confondre, en fait, pénurie de logement haut de gamme, maison haut de gamme et logement abordable. Et au final, on se rend compte qu'on a, en fait, dans toutes les sociétés, là, que ce soit au Québec ou ailleurs au Canada et dans d'autres pays, on a quand même un certain nombre de la population qui est en souffrance. Puis je pense que c'est de ça, je pense qu'on devrait parler aujourd'hui, expliquer en fait au quotidien qu'est-ce qui se passe réellement. Quand on prend notamment les dossiers qui procèdent au tribunal administratif du logement, j'y vais personnellement à de nombreuses reprises dans des dossiers complexes où je m'aperçois que le tribunal administratif, donc la judiciarisation du dossier, n'apportera aucune solution viable à la personne locataire qui est devant le tribunal. Donc, c'est principalement ces éléments-là qui, à mon avis, aggravent également les délais de traitement du TAL et un peu l'échec de notre société à répondre aux besoins de ces gens-là. Donc, au final, ce qu'on est en train de dire, c'est que le jugement va régler un problème ponctuel à une période donnée, mais ça n'améliore pas du tout le sort des parties, finalement. D'aucune façon. Et en fait, la situation du locataire avec sa problématique, puis on pourra aborder les types de problématiques,
ben, va aller chez un propriétaire voisin qui va revivre exactement la même problématique, puisque jamais on aura donné les outils ou le soutien aux locataires pour pouvoir demeurer, en fait, dans le logement de manière sécuritaire, autant pour lui que pour les autres, et également s'assurer que le logement soit entretenu convenablement. Est-ce qu'on aurait quelques exemples à donner aux auditeurs sans nommer de nom? Parce que j'imagine que tout ça est confidentiel, mais pour mettre un peu une couleur, est-ce qu'on tente d'expliquer? Bien, il y a différents éléments. Je vais te donner l'exemple, par exemple, de la santé mentale. On le sait, la santé mentale a pris beaucoup de place au fil des ans, en fait, dans notre société. Oui. Il y a plusieurs personnes qui souffrent de problématiques santé mentale. Ça semble être pire. Ben oui, je pense que c'est pire, notamment, ben on a beaucoup d'enjeux de santé mentale qui est lié à la drogue, mais également, on a beaucoup de gens qui souffrent d'isolement, donc aucun réseau social autour d'eux. Donc, ces gens-là souffrent de différentes problématiques santé mentale, que ce soit la schizophrénie, la maladie bipolaire, dépression majeure, que ce soit différents autres troubles de la personnalité, ce qui fait en sorte que ces gens-là, en logement, normalement, quand ils sont seuls, ne sont pas tout à fait en mesure de fonctionner. Souvent, on est dans des spectres où les gens ne prennent pas leur médication ou la prennent, mais arrêtent de la prendre parce qu'ils considèrent que ça va mieux. Puis ces gens-là, en logement, bien, ils vont faire en sorte que, par exemple, ne dormiront plus la nuit, vont faire du bruit, vont plus entretenir leur logement, vont crier, vont avoir également des voix ou des délires qui vont faire en sorte qu'ils pensent que le voisin leur veut du mal ou le propriétaire leur veut du mal, ce qui fait en sorte qu'ils vont avoir des comportements hautement problématiques dans un logement. Et malheureusement, ben, la solution qui s'offre aux propriétaires dans ces moments-là, c'est d'aller au tribunal administratif du logement, demander la résiliation de bail basée sur un trouble de comportement qui soit est effectivement le cas, sauf que la personne a besoin de soutien, a besoin de soins, a peut-être besoin d'un ajustement de la médication. Fait que notamment, la question de la santé mentale, c'est un élément qui est majeur. Et je suis convaincue, Jean-François, que les propriétaires qui m'entendent parler en ce moment, il y en a plusieurs qui ont à l'esprit un locataire qui a des problèmes de santé mentale, soit présent ou soit passé, et ils savent exactement la problématique que ça occasionne dans un logement. Parce qu'au final, Myriam, c'est d'une tristesse inouïe. Hein? On le constate. Et souvent, ces gens-là sont démunis. Ils n'ont pas vraiment d'options. Mais en même temps, pour le propriétaire, c'est un cauchemar. Tout à fait. C'est un cauchemar. Donc, à qui revient la responsabilité, finalement? C'est là que ça devient un enjeu important. Donc, comme tu faisais allusion un peu plus tôt, les gens qui vont, des propriétaires d'immeubles qui ont à gérer ce genre de situation-là, qui vont s'adresser au TAL, qui vont peut-être éventuellement obtenir gain de cause, soit pour une expulsion ou une éviction. On est dans une situation, finalement, qu'on déplace le problème, puis peut-être même pour le locataire, qu'on va aggraver son sort. Oui, parce qu'en fait, quelqu'un qui se retrouve avec un dossier au TAL pour un trouble de comportement, si un prochain propriétaire fait des recherches, il trouve ce dossier-là où le locataire, effectivement, a été expulsé d'un logement en raison de cette problématique-là, bien, les chances qu'il se retrouve un logement également deviennent excessivement difficiles. Donc, c'est des gens qu'on va souvent amener vers la rue, en fait, vers l'itinérance. Alors, c'est de savoir comment on peut trouver une solution intégrée, mais la réponse n'est pas simple. Elle n'est pas simple. Il y a des endroits où c'est mieux. Entre autres, par expérience, là, sur l'île de Montréal, il y a beaucoup de policiers maintenant qui travaillent, des policiers communautaires avec des travailleuses sociales qui, lorsqu'on les contacte, en fait, vont visiter le locataire en logement pour savoir c'est quoi la problématique, pour savoir si la personne représente un danger pour elle-même, pour les autres. Des fois aussi, c'est de communiquer avec le médecin. Donc, le médecin ne peut pas nous contacter, mais si on connaît le contact du médecin, on peut communiquer avec le médecin pour l'aviser que là, il semble avoir une difficulté rencontrée avec le locataire, qu'il démontre certains symptômes problématiques. Et souvent, à ce moment-là, le médecin va tenter de ramener le patient dans son bureau pour effectivement voir s'il y a une problématique. Des fois, il va être hospitalisé pendant un certain temps. On va réajuster la médication, mais au moins, on va maintenir cette personne-là en logement. Parce qu'en fait, puis là, je t'amène peut-être dans un terrain inconnu, mais la curatelle publique a quand même un rôle là-dedans aussi, dans certains cas? Bien, la curatelle publique va intervenir quand il y a un régime de tutelle ouvert.
légalement ou quand il y a un mandat de protection qui a été homologué. Sauf que la curatelle publique, c'est principalement pour l'administration de la personne et des biens, mais c'est rare qu'ils vont pouvoir intervenir pour forcer quelqu'un, par exemple, à recevoir des traitements ou de la médication. Donc, la curatelle publique, c'est davantage un administrateur, en fait. Est-ce qu'on pourrait ouvrir le mandat? Bien, en fait, on pourrait ouvrir le mandat. Je ne sais pas si ça serait le plus opportun par le curateur public parce que le curateur public ne rend pas de prestation de service. OK. Fait que ça pourrait davantage être avec un cumul entre les policiers et également le réseau de la santé, puisque ces gens-là ont besoin de soins. Fait que moi, je les orienterais davantage vers un dispensateur de soins et de services. Puis il y a beaucoup aussi de groupes communautaires qui assurent des suivis de la clientèle, par exemple en santé mentale, même si la clientèle n'est pas hébergée dans une de leurs installations. Ils font un suivi, ils vont voir la personne 1 fois par semaine, 2 fois par semaine. La difficulté que ça pose pour les locataires qui n'ont pas accès à ce service-là, en fait, c'est normalement, on va demander le consentement de la personne ou on va dire, bien, il faut que la personne nous contacte directement. Or, quand la personne est hautement malade, c'est pas elle qui va être en mesure de contacter. Puis même si on lui dit, il faut que tu contactes telle personne, tu as besoin d'aide, elle ne va pas le faire. Donc, c'est là, des fois, c'est l'entrée, la porte d'entrée qui devient difficile puisqu'on dit, bien, à titre de propriétaire, vous ne pouvez pas demander des services pour quelqu'un d'autre. Il faut que la personne elle-même nous contacte. Pratico-pratique, là, on parle de ça, là. Tout ça tient la route, mais on est propriétaire d'un immeuble, on a un locataire en difficulté qui cause des problèmes tant pour le propriétaire que le voisinage. Il nous écoute aujourd'hui, il peut dire, ben c'est pas ma responsabilité. Donc, en fait, on est toujours là à se dire, ben c'est acceptable, mais pas dans ma cour, mais à un moment donné, là, pour l'instant, les gens travaillent juste à essayer d'expulser, évidemment. Mais à un moment donné, c'est l'État, la société, est-ce qu'on a la capacité de prendre le relais? C'est là, en fait, qu'on retrouve un enjeu important. Bien, les propriétaires, en fait, je pense que ceux et celles qui vont encore plein de belles années devant eux, bien, ça va devenir compliqué si toute la solution, en fait, est d'expulser les locataires. Il y a un coût lié à aller au tribunal, il y a un délai à aller au tribunal. Puis également, il faut comprendre qu'il y a toute la période où la procédure elle est déposée, mais jusqu'à temps qu'on ait un jugement, il peut se passer des mois, voire des années. Wow. Et pendant ce temps-là, les locataires voisins, eux, quittent. Ceux qui n'ont pas de problématique, eux, déposent des demandes, soit en diminution de loyer, ou disent au propriétaire, écoute, moi, je ne suis plus capable, cette personne-là crie à tue-tête toutes les nuits, donc moi, je quitte. Donc, ce que ça fait en sorte, c'est que le propriétaire, s'il ne prend pas les devants pour trouver une solution non judiciarisée, mais qui va être beaucoup plus rapide, bien, on se retrouve effectivement à avoir tous les bons locataires qui quittent les meubles. Oui, exact. Et à ce moment-là, on se retrouve avec des clientèles, des fois, qu'on ne veut pas, et on aggrave encore plus l'état de l'immeuble. Et on le sait, là, toutes les fois qu'un locataire quitte, il y a quand même un coût pour remettre en état le logement, pour relouer. Donc, il y a un coût effectif qu'on ne va pas écarter, en plus du dossier au tribunal avec les procédures, puis les coûts inhérents à cette procédure-là. Donc, c'est pour ça que dans les situations où ils ont des troubles de comportement et il y a une connotation de santé mentale, on va tenter toutes les possibilités pour faire intervenir une travailleuse sociale, le réseau de la santé, les policiers communautaires, voir si on peut avoir une entente tripartite. Des fois, on communique avec des groupes communautaires qu'on sait qui font du soutien en logement. Est-ce que tu sens la collaboration? Oui. Oui? Oui, parce qu'ils savent que ces gens-là, si on les aide pas, ils vont se retrouver ailleurs dans le réseau. Le coût, leur situation va être plus grave et le coût va être plus important en termes de société. Incroyable. Myriam Morissette, avocate, aujourd'hui, on aborde le sujet dans le sens large du TAL, le tribunal administratif du logement. On va arrêter le temps d'une pause. On se retrouve dans quelques instants. Merci. Merci. Vous écoutez le balado Les dessous de l'immobilier en Estrie avec Jean-François Bérubé. Alors, nous sommes de retour avec Myriam Morissette, avocate chez Terrien Couture Jolicoeur. Merci, Myriam, encore une fois, d'être là. Myriam, on abordait avant la pause le sujet, en fait, évidemment, là, quelques problèmes de société, l'impact que ça peut avoir au niveau des propriétaires d'immeubles locatifs, d'avoir un locataire
qui a des troubles de santé mentale, toutes ces choses-là. Maintenant, on veut aborder aussi un autre élément. On parle aussi de l'itinérance, quand même un enjeu là, qu'on retrouve dans la plupart des villes maintenant, qu'on voyait un peu moins, mais avec la hausse, je pense, du coût de la vie, la hausse des coûts des logements, souvent, pour trop de gens, malheureusement, c'est inévitable. Bien, effectivement, on se retrouve avec des gens qui, de par le coût de la vie, de par certains échecs aussi, Ouais. Des fois perte d'emploi, séparation, se retrouvent en précarité au niveau du domicile. Donc, se retrouvent soit à la rue ou très près de la rue. Et des fois, il y a eu même des études, puis il y a eu des tests qui ont été faits à Montréal. Des fois, il leur manque pas grand-chose pour pouvoir payer leur loyer. Puis ils ont aussi besoin de soutien, en fait, pour, si par exemple, on a une clientèle qui est en itinérance, réintégrer un logement, savoir comment on l'entretient, bien, ils doivent avoir un petit soutien de ce côté-là parce que leurs habitudes à la rue, au niveau alimentaire, au niveau des déchets, au niveau de l'entretien, ont été perdues. Et donc, on doit leur donner un petit soutien, un petit encadrement pour que s'ils tentent un retour, en fait, en logement, qu'on soit en mesure de les stabiliser dans leur logement. Il n'y a personne qui planifie un jour finir à la rue. Hein? Donc, c'est souvent une succession de malheurs, malchance, problèmes de santé mentale, mais il y a aussi les gens qui ont des pertes d'autonomie, en fait, par soit un accident, des choses comme ça. Il doit y avoir des enjeux importants aussi. Bien, au niveau de la perte d'autonomie, il y a effectivement perte d'autonomie liée, par exemple, comme tu mentionnais, à des accidents, des AVC ou des situations de santé qui amènent la personne à perdre son autonomie. Il y a aussi toute la perte d'autonomie qui est liée au vieillissement et notre société de plus en plus isolée, ce qui fait en sorte que la personne, des fois... on le sait, là, nos parents vieillissent, ils marchent un peu moins, on dirait qu'ils ont des drôles d'habitudes. Des fois, on ouvre le frigo puis on dit « Hey, il me semble qu'il y a des pots périmés dans le frigo. » On s'aperçoit que physiquement, c'est plus difficile d'entretenir leur logement, de s'entretenir, de prendre la douche, d'aller marcher. Donc, ces gens-là, par exemple, quand ils sont en logement, bien, on va s'apercevoir que leur perte de mobilité fait en sorte qu'ils n'entretiennent plus le logement. Sont plus capables de sortir des fois les poubelles, donc ils accumulent, mais c'est pas parce qu'ils ont une problématique mentale à la base, c'est vraiment leur capacité physique. Et souvent, ces gens-là, des fois par orgueil, j'ai souvent en tête beaucoup les hommes, par orgueil, on va pas demander d'aide. Donc, quand il n'y a pas nécessairement de visite régulière du logement, on peut se retrouver avec des situations hautement catastrophiques où la personne, même il y a des cas où les gens se faisaient livrer que de la pizza parce qu'ils n'étaient plus capables d'aller à l'épicerie ou se faire à manger. Mais au final, dès qu'il restait des pointes, bien, c'était entreposé dans le logement. Et quand on s'aperçoit de ça, bien, souvent, la situation est hautement aggravée puisque si on a laissé de la nourriture dans le logement, bien, là, on a souvent des insectes. On a souvent une problématique au niveau de l'odeur, au niveau de la salubrité du logement également. Souvent, la salle de bain va devenir inutilisable puisqu'on a accumulé dans le bain, par exemple, les déchets de 2, 3, 4, 5, 6 mois. Donc, la personne aussi a des problèmes d'hygiène. Donc, on se retrouve avec une panoplie. Puis là, ça a l'air un peu anecdotique, mais malheureusement, ça ne l'est pas du tout. Donc, ce genre de dossier-là, on en a... Moi, j'en traite personnellement toutes les semaines où on s'aperçoit que la personne n'est plus en mesure de prendre soin de son logement, mais c'est lié au vieillissement. Puis des fois... d'avoir quelqu'un qui vient aider à l'entretien ménager, une popote roulante qui vient faire les repas, s'assurer que la personne mange un bon repas par jour. Il faut comprendre que cette personne-là, toutes ces problématiques-là, un appartement qui a eu des problèmes d'insalubrité graves, refaire un appartement, ça peut facilement coûter jusqu'à 30 000 $. Oui, facilement. Et cette personne-là, quand elle va se retrouver dans le réseau de la santé, va avoir développé toute une panoplie de problématiques de santé qu'elle n'avait pas, que ça soit du diabète, que ça soit du cholestérol, une perte de mobilité très grande parce qu'elle n'a pas été stimulée, des fois des problématiques de peau. Donc, ça vient aggraver en fait, excusez-moi le terme, mais la charge sociale. Donc, il faut, à un moment donné, comme on expliquait d'entrée de jeu à l'émission, on vient déplacer le problème, mais il n'y a aucune économie, au contraire. Au contraire. Alors, de voir ça, en fait, ces problématiques-là, pour moi-même l'avoir vécu, là, d'avoir eu à visiter des immeubles locatifs où, en fait, on a les gens ont un matelas, un drap, une assiette, un verre, une fourchette. Le chauffage est très bas. Les situations de pauvreté extrême
c'est une vraie réalité, là. On s'imagine que ça n'existe pas là, pour monsieur, madame, tout le monde. Et d'être une société aussi riche et à la fois aussi pauvre de pouvoir... Mais c'est pas facile d'accompagner ces gens-là. Mais je pense qu'on a une responsabilité communautaire, sociale, je pense, de prendre ça en charge. Puis l'objectif, Myriam, je pense, c'était de mettre en lumière un peu cette réalité-là. En fait, cette réalité-là, c'est ça la phrase, que les gens souvent l'oublient. Oui, puis comme d'entrée de jeu, on mentionnait au début de l'entrevue, bien, ces dossiers-là se retrouvent au tribunal, que ce soit trouble de comportement, insalubrité, non-paiement de loyer. Donc, on se retrouve avec des problématiques sociales devant le tribunal. On va régler la question du logement, mais ces gens-là, on n'a rien réglé pour eux et on déplace le problème et on aggrave généralement le problème. Tout un sujet. En tout cas, merci beaucoup, Myriam Morissette, avocate associée chez Terrien Couture Jolicoeur. C'est toujours un plaisir d'avoir la lumière sur les sujets intéressants que tu vas apporter à l'émission. J'espère que tu accepteras mes prochaines invitations si tu es disponible, évidemment. Tout à fait. Merci beaucoup. Bon avant-midi. Merci. Merci. Et oui, c'est déjà ce qui conclut notre émission d'aujourd'hui. Merci beaucoup encore une fois d'avoir été avec nous. Ce fut un réel plaisir d'avoir l'opportunité d'échanger avec mes merveilleux collaborateurs, M. Georges Bardagy ainsi que Mme Myriam Morissette. Je vais aussi en profiter pour remercier mon ami Gilbert à la console. N'oubliez pas qu'en tout temps, vous pouvez réécouter l'émission Les Dessous de l'immobilier en Estrie ou encore le partager avec vos proches en allant sur le site du 1077 Estrie dans la section rattrapage ou encore via l'application Cogeco Média sous la section Balado. On se retrouve samedi prochain dès 11h pour un nouveau segment des Dessous de l'immobilier en Estrie, alors que je vous laisse au bon soin de Priscilla Quirillon qui vous accompagnera cet après-midi avec les classiques 80-90. Bonne fin de semaine tout le monde. Les Dessous de l'immobilier en Estrie, une présentation de Cher au vent, créateur de votre extérieur depuis 1981. Rattrapez l'émission en balado au fm1077.ca.